Dans les registres d'une plantation de Louisiane, une ligne unique, tracée à l'encre noire en 1856, suffit à glacer le sang. 4 hommes transférés. Usage domestique exclusif. Discrétion absolue exigée. Ce qui suivit cette transaction ne fut jamais consigné officiellement, mais les domestiques parlaient. Et ce qu'ils racontaient à voix basse, dans l'obscurité des cuisines, était bien pire que tout ce que les archives pouvaient contenir. Avant de plonger dans cette histoire qui a hanté une génération entière, abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Nous aimons savoir que nos récits voyagent jusqu'à vous, où que vous soyez. Et maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est vraiment passé à Bellerive. Le printemps de 1856 s'annonçait particulièrement lourd dans la paroisse de Saint-Martin, en Louisiane. Les champs de canne à sucre s'étendaient à perte de vue, ondulant sous le vent tiède qui remontait du bayou. C'était une région où la richesse se mesurait en arpents cultivés et en âmes possédées, où les grandes familles créoles maintenaient un empire fragile, construit sur la sueur et le sang. Parmi ces domaines, Bellerive se distinguait par son élégance austère. La demeure principale, érigée en 1832, dominait les terres avec ses colonnes blanches et ses galeries ombragées. Contrairement aux plantations voisines qui affichaient leur opulence, Bellerive cultivait une discrétion presque inquiétante. Les rideaux de dentelle demeuraient toujours tirés. Les réceptions y étaient rares. Et la maîtresse des lieux, Madame Céleste Duvernay, n'apparaissait que rarement lors des messes dominicales à la chapelle Sainte-Anne. Céleste Duvernay avait épousé Henri Duvernay en 1838, alors qu'elle avait à peine 17 ans. Lui en comptait 42. Le mariage avait été arrangé entre familles de même rang, scellant une alliance profitable pour les deux patrimoines. Henri possédait la terre. Le père de Céleste apportait les connexions commerciales avec la Nouvelle-Orléans. Personne n'avait demandé son avis à la jeune femme au regard sombre et aux mains toujours gantées, même sous la chaleur accablante de l'été louisianais. Les premières années de leur union s'écoulèrent dans un silence pesant. Henri dirigeait la plantation avec une efficacité méthodique, supervisant personnellement chaque aspect de la production sucrière. Céleste, elle, habitait les pièces du premier étage, brodant à la fenêtre, jouant du pianoforte dans le salon, respectant les apparences d'une épouse parfaite. Mais quelque chose manquait, quelque chose que toutes les familles créoles considéraient comme l'aboutissement naturel du mariage, la preuve de la bénédiction divine sur l'union. Un héritier. Année après année, le ventre de Céleste demeurait plat. Les autres dames de la paroisse commençaient à chuchoter lors des réunions de charité. Les regards glissaient vers elle avec un mélange de pitié et de jugement à peine dissimulé. Dans une société où la maternité définissait la valeur d'une femme, la stérilité apparente de Céleste devenait un scandale silencieux, une honte que même sa fortune et son rang ne pouvaient effacer. Henri, pour sa part, ne disait rien, mais son silence même était une accusation. Il prenait ses repas dans la bibliothèque. Il dormait dans une chambre séparée. Lors des rares occasions où ils se trouvaient ensemble, son regard passait au-dessus de sa femme, comme si elle n'existait plus vraiment, comme si elle était devenue un meuble parmi d'autres dans cette grande maison vide. En 1855, après 17 ans de mariage sans descendance, quelque chose se brisa dans l'esprit de Céleste. Les domestiques remarquèrent le changement. Elle qui avait toujours été réservée, presque effacée, commença à manifester une détermination nouvelle, presque fébrile. Elle convoquait le docteur Armand Leblanc, le médecin de famille, avec une fréquence alarmante. Elle consultait des herboristes créoles qui vivaient dans les marécages. Elle faisait venir des ouvrages médicaux de Paris et de Boston. Les étudiants avec une intensité qui inquiétait même sa dame de compagnie, mademoiselle Adélaïde Rousseau. Puis, au début de l'année 1856, Céleste fit quelque chose d'inhabituel. Elle se rendit à la Nouvelle-Orléans sans son mari, accompagnée seulement d'Adélaïde et de Thomas, leur cocher. Elle y resta 3 semaines.
Personne ne sut exactement ce qu'elle y fit, mais à son retour, les domestiques notèrent un changement radical dans son comportement. Elle parlait moins. Mais quand elle parlait, c'était avec une autorité qu'on ne lui connaissait pas. Elle, qui n'avait jamais manifesté d'intérêt pour la gestion de la plantation, commença à assister aux réunions qu'Henri tenait avec le contremaître, M. Gaspard Fortier. C'est lors d'une de ces réunions, en mars 1856, que Céleste prononça les mots qui allaient tout changer. « J'ai besoin de 4 hommes, jeunes, robustes, pour un usage domestique spécifique. » Henri leva les yeux de ses registres, surpris que sa femme prenne la parole lors de ces discussions habituellement réservées aux hommes. « Usage domestique, nous avons déjà suffisamment de personnel pour l'entretien de la maison. Pas pour cela. Pour autre chose. » Le ton de Céleste ne tolérait pas de questionnements supplémentaires. Henri, peut-être fatigué des années de tension silencieuse, peut-être soulagé de voir sa femme enfin manifester de l'intérêt pour quelque chose, acquiesça d'un signe de tête. Fortier s'en occupera. Choisissez ce que vous voulez. 3 jours plus tard, 4 hommes furent séparés des équipes travaillant au champ. Leur sélection suivait des critères précis que Céleste avait elle-même établis. Ils devaient avoir entre 20 et 30 ans. Ils devaient être en parfaite santé physique. Ils devaient être sans famille proche sur la plantation. Et surtout, ils devaient être récemment acquis, sans lien profond avec les autres travailleurs. Les 4 hommes choisis s'appelaient Samuel, Isaac, Benjamin et Joshua. Samuel venait d'une plantation de Virginie, vendue après la mort de son précédent propriétaire. Isaac avait été acheté lors d'une vente aux enchères à Bâton Rouge 6 mois auparavant. Benjamin avait travaillé sur les quais de la Nouvelle-Orléans avant d'être transféré à Belle-Rive. Joshua était le plus jeune, à peine 20 ans, acquis directement d'une plantation voisine tombée en faillite. On leur ordonna de se présenter à l'aile est de la demeure principale, une section rarement utilisée qui donnait sur les jardins arrière. Là, dans une suite de pièces qui avaient autrefois servi de quartier pour les invités, Céleste les attendait. Elle portait une robe de soie à couleur prune, ses cheveux noirs tirés en arrière, avec une sévérité qui accentuait les angles de son visage. À ses côtés se tenait une femme qu'aucun des 4 hommes n'avait vue auparavant. Une créole d'un certain âge, au regard perçant, vêtue avec une élégance qui suggérait qu'elle n'était pas une domestique ordinaire. « Voici Madame Héloïse Durand », annonça Céleste sans préambule. « Elle sera responsable de votre formation. Vous lui obéirez en tout. Vous ne parlerez de ce qui se passe ici à personne. Pas aux autres domestiques, pas aux travailleurs des champs. À personne, comprenez-vous » Les 4 hommes hochèrent la tête, mal à l'aise, sous le regard scrutateur des 2 femmes. « Bien. Madame Durand va vous expliquer vos devoirs. » Céleste quitta la pièce, ses talons claquant sur le parquet ciré. Héloïse Durand attendit que le bruit des pas s'éloigne avant de se tourner vers les hommes avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Messieurs, vous allez participer à quelque chose d'important, quelque chose qui restera entre nous. Madame Duvernay a un désir, et nous allons l'aider à le réaliser. » Durant les semaines qui suivirent, une routine étrange s'installa dans l'aile est de Belle-Rive. Les 4 hommes ne retournaient plus jamais au champ. Ils ne prenaient plus leur repas avec les autres travailleurs. Ils vivaient dans les pièces de l'aile est, sortant rarement, et toujours sous la supervision d'Héloïse Durand, ou, plus rarement, de Céleste elle-même. Ce qui se passait exactement dans cette aile fermée devint l'objet de spéculations fébriles parmi les domestiques. Betsy, qui travaillait aux cuisines, jurait avoir vu Madame Durand transporter des plateaux chargés de viande rôtie, de fruits frais et de vin vers l'aile est. « Il mange mieux que Monsieur Duvernay lui-même », murmurait-elle à ses collègues. Moses, le jardinier, rapportait avoir aperçu les 4 hommes prendre le soleil dans le jardin clos derrière l'aile est, vêtus de chemises propres et de pantalons neufs, ressemblant davantage à des invités qu'à des travailleurs. Mais ce qui troublait le plus les domestiques, c'étaient les sons qui émanaient parfois de l'aile est durant la nuit. Pas des cris de douleur, comme on aurait pu s'y attendre dans une plantation où les châtiments corporels étaient monnaie courante. Non, des voix basses, des murmures,
Et parfois, tard dans la nuit, le son distinctif du pianoforte de Céleste, jouant des mélodies mélancoliques qui semblaient ne jamais finir. Henri Duvernay, pour sa part, ne manifestait aucun intérêt pour ce qui se passait dans l'aile est. Ou du moins, il feignait l'indifférence. Il continuait de superviser la plantation, de tenir ses registres méticuleusement, de recevoir les acheteurs de sucre venus de la Nouvelle-Orléans. Mais Fortier, le contremaître, nota un changement dans son comportement. Henri buvait davantage. Il restait éveillé jusqu'à des heures tardives dans la bibliothèque, fixant les flammes dans la cheminée sans vraiment les voir. Et quand il croisait sa femme dans les couloirs, son regard contenait quelque chose de nouveau. Non plus de l'indifférence, mais une sorte de malaise, comme s'il préférait ne pas savoir ce qu'elle tramait. En mai 1856, 3 mois après l'arrivée des 4 hommes dans l'aile est, Céleste fit une annonce qui stupéfia toute la maisonnée. Lors du souper dominical, auquel assistaient également le père Mathieu, le prêtre de la chapelle Sainte-Anne, et M. Beaumont, un planteur voisin, elle se leva de table avec une grâce inhabituelle et déclara d'une voix claire : « Messieurs, j'ai une heureuse nouvelle à partager. Après toutes ces années de prière, Dieu a enfin entendu mes supplications. Je suis enceinte. » Le silence qui suivit cette déclaration fut assourdissant. Henri, figé avec sa fourchette à mi-chemin vers sa bouche, fixait sa femme comme s'il la voyait pour la première fois. Le père Mathieu se signa et murmura une prière de gratitude. Monsieur Beaumont, après un instant de surprise, leva son verre en un toast bruyant. « Mes félicitations, Madame Duvernay, c'est une bénédiction pour votre maison. » Mais dans les cuisines, où les domestiques avaient entendu la nouvelle par Adélaïde, qui l'avait descendue en courant, les réactions furent différentes. Betsy échangea un regard avec Moses. Ils pensaient tous les deux à la même chose, à l'aile est, aux 4 hommes, aux mois passés dans le secret. « C'est impossible, » murmura Moses. « Monsieur et Madame ne se parlent même plus depuis des années. Peut-être qu'ils ont fait la paix ?» suggéra Betsy sans conviction. Mais une autre domestique, une vieille femme nommée Prudence qui travaillait à Belle-Rive depuis la construction de la demeure, secoua la tête, lentement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cette femme, elle a fait quelque chose de mauvais. Si cette révélation vous trouble autant qu'elle troubla les habitants de Belle-Rive, laissez un j'aime et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il s'est réellement passé dans cette aile est. Vos théories nous fascinent toujours. Les mois suivants confirmèrent la grossesse de Céleste. Son ventre s'arrondissait de manière visible. Le docteur Leblanc, convoqué pour des examens réguliers, confirmait que la grossesse progressait normalement. Céleste rayonnait d'une satisfaction que personne ne lui avait jamais vue auparavant. Elle commandait déjà des layettes de Paris, faisait préparer une nurserie dans la suite adjacente à sa chambre et parlait avec animation de prénoms possibles. Henri, lui, demeurait étrangement silencieux sur le sujet. Quand les visiteurs le félicitaient, il murmurait de vagues remerciements et changeait rapidement de conversation. La nuit, dans la bibliothèque où il passait désormais la plupart de son temps, il buvait du whisky jusqu'à ce que les lignes de ses registres se brouillent devant ses yeux. Fortier le trouva un soir, la tête entre les mains, et entendit des mots qui le glacèrent. « Ce n'est pas possible. Elle sait que ce n'est pas possible. » Mais Fortier ne posa pas de questions. Dans une plantation, certaines vérités étaient mieux laissées dans l'ombre. Pendant ce temps, dans l'aile est, les 4 hommes continuaient leur existence mystérieuse. Mais quelque chose avait changé dans leur traitement. Alors qu'ils avaient été bien nourris et relativement bien traités durant les premiers mois, une dégradation progressive s'amorçait maintenant. Leur portion diminuait. On ne leur fournissait plus de vêtements neufs. Héloïse Durand, qui les avait supervisés avec une certaine bienveillance calculée, les traitait désormais avec une froideur croissante. Et Céleste ne venait plus les voir du tout. Samuel fut le premier à comprendre. Un soir, alors qu'ils étaient réunis dans leur quartier commun, il dit à voix basse aux 3 autres « Elle a obtenu ce qu'elle voulait. Maintenant, nous sommes un problème. » « De quoi tu parles ?» demanda Joshua, le plus jeune, encore naïf malgré tout ce qu'il avait vécu. Isaac répondit à la place de Samuel, sa voix chargée d'amertume.
Réfléchis. Pourquoi une dame blanche nous traiterait-elle comme elle l'a fait? Pourquoi nous garder ici, loin de tous, nous nourrir mieux que des invités? Benjamin hocha lentement la tête. Et maintenant qu'elle porte un enfant, le silence tomba sur le groupe comme un linceul. Ils comprenaient tous l'implication. Ils comprenaient leur rôle dans cette histoire. Et ils comprenaient surtout le danger mortel dans lequel ils se trouvaient désormais. « Nous devons partir », dit Samuel. « S'échapper, avant qu'il ne soit trop tard. » Mais s'échapper d'une plantation en Louisiane en 1856 était presque impossible. Les patrouilles parcouraient les routes. Les chiens pisteurs étaient dressés pour traquer les fugitifs. Et la loi elle-même était du côté des propriétaires, autorisant la violence la plus extrême contre ceux qui tentaient de s'enfuir. Pourtant, l'instinct de survie est puissant. Les 4 hommes commencèrent à planifier. Ils observaient les allées et venues des gardiens. Ils notaient les moments où l'aile était moins surveillée. Ils économisaient de la nourriture, volaient de petits couteaux à la cuisine, se préparaient pour une fuite désespérée qui semblait leur seule chance de survie. Mais quelqu'un les observait. Héloïse Durand, malgré son âge, était loin d'être stupide. Elle remarqua les changements subtils dans le comportement des 4 hommes, les regards qu'ils échangeaient, la nourriture dissimulée sous les matelas, la manière dont ils testaient discrètement les fenêtres et les portes. Elle en informa immédiatement Céleste. Ce qui se passa ensuite ne fut jamais complètement élucidé, mais les événements peuvent être reconstitués à partir de divers témoignages fragmentaires. Par une nuit de septembre, alors que la grossesse de Céleste approchait de son 7e mois, des cris retentirent dans l'aile est. Les domestiques qui dormaient dans les dépendances se réveillèrent en sursaut. Des bruits de lutte. Des ordres criés avec autorité. Et puis, des coups de feu. 2 détonations sèches qui déchirèrent le silence de la nuit louisianaise. Au matin, Fortier convoqua tous les travailleurs de la plantation devant la demeure principale. Son visage était grave. À ses côtés se tenaient plusieurs hommes armés, des chasseurs de primes venus des paroisses voisines. 4 hommes ont tenté de s'échapper cette nuit, annonça-t-il d'une voix forte. 2 ont été abattus lors de leur fuite. Les 2 autres ont réussi à atteindre le bayou. Des patrouilles sont déjà à leur recherche. Que cela serve d'avertissement à quiconque envisagerait de commettre un tel crime. Les domestiques écoutaient en silence, mais plusieurs d'entre eux échangèrent des regards chargés de questions. Samuel et Isaac étaient-ils ceux qui avaient été tués? Ou étaient-ce Benjamin et Joshua? Et pourquoi cette tentative d'évasion précisément maintenant? Les corps des 2 hommes tués furent enterrés dans le cimetière des esclaves, au-delà des champs de canne, sans cérémonie et sans même de croix pour marquer leur tombe. Leurs noms ne furent jamais officiellement enregistrés. Dans les archives de Belle-Rive, on nota simplement 2 pertes, fuite et élimination nécessaires. Quant aux 2 autres, ils ne furent jamais retrouvés. Officiellement, ils s'étaient noyés dans le bayou, leur corps emporté par le courant. Mais certains domestiques racontaient une autre histoire. Ils juraient avoir vu Fortier et ses hommes revenir de la recherche avec des expressions troublées, avoir entendu des conversations chuchotées tard dans la nuit. Prudence, la vieille domestique, affirmait avec certitude que les 4 hommes étaient tous morts. Cette femme ne pouvait pas se permettre de les laisser en vie, disait-elle à qui voulait l'entendre. Ils en savaient trop. En novembre 1856, Céleste Duvernay donna naissance à un garçon. L'accouchement fut long et difficile, durant près de 20 heures. Le docteur Leblanc et 2 sages-femmes créoles assistèrent la parturiente. Henri, selon la tradition, attendit dans la bibliothèque, buvant méthodiquement pendant que les cris de sa femme résonnaient dans toute la demeure. Quand le docteur Leblanc descendit enfin, l'aube pointait. Son visage était fatigué mais satisfait. « Félicitations, monsieur Duvernay, vous avez un fils, un garçon robuste et en parfaite santé. » Henri hocha la tête sans dire un mot. Il monta à l'étage, entra dans la chambre où Céleste reposait, épuisée, le nourrisson emmailloté dans ses bras. Elle leva les yeux vers son mari avec une expression triomphante. « Voilà ton héritier, Henri. » Il s'approcha du lit, regarda l'enfant. C'était un beau bébé, aux traits réguliers, à la peau d'une pâleur créole typique.
Henri tendit la main, toucha délicatement le front du nouveau-né. Puis, sans un mot, il quitta la chambre. Cette nuit-là, seul dans la bibliothèque, Henri Duvernay prit une décision. Il sortit un pistolet de son bureau, le chargea soigneusement et le plaça contre sa tempe. Ses mains tremblaient. Son doigt effleura la gâchette. Mais au dernier moment, quelque chose l'arrêta. Peut-être la lâcheté, peut-être un reste de foi religieuse qui lui interdisait le suicide, ou peut-être simplement la conscience qu'un tel acte confirmerait tous les doutes, toutes les suspicions. Il rangea l'arme et se versa un autre verre de whisky. L'enfant fut baptisé Édouard Henri Duvernay lors d'une cérémonie à la chapelle Sainte-Anne. Toute la bonne société de la paroisse était présente. Les femmes admiraient le bébé, le trouvaient magnifique. Les hommes félicitaient Henri avec des tapes dans le dos et des plaisanteries salaces sur la virilité retrouvée. Le père Mathieu bénit l'enfant avec solennité, parlant de miracles et de grâce divine. Seuls les domestiques de Bellerive savaient, ou croyaient savoir. Dans les cuisines, dans les champs, dans les dépendances, les histoires se racontaient à voix basse. On parlait de l'Éleste, des 4 hommes qui avaient disparu, de la nuit où 2 d'entre eux avaient été tués. On établissait des connexions, on tirait des conclusions que personne n'osait formuler ouvertement. Moses, le jardinier, fut fouetté pour avoir été entendu murmurant quelque chose à propos de l'enfant qui n'était pas celui de monsieur. Betsy perdit sa place aux cuisines et fut envoyée au champ après qu'on l'eût surprise en train de raconter l'histoire des 4 hommes à une nouvelle domestique. Le message était clair, silence absolu, oubli forcé. Mais les mémoires sont tenaces, et la vérité, même enterrée, a une manière de remonter à la surface. Les années passèrent, Édouard grandit, devenant un enfant puis un jeune garçon. Il ressemblait beaucoup à sa mère. Les mêmes cheveux noirs, les mêmes yeux sombres, une certaine intensité dans le regard. Henri le traitait avec une politesse distante, s'acquittant de ses devoirs de père sans manifester de réelle affection. Céleste, elle, adorait son fils avec une passion qui frisait l'obsession. Elle supervisait personnellement son éducation, engageait les meilleurs précepteurs, s'assurait qu'il reçoive tout ce qu'un jeune gentilhomme créole devait savoir. Mais une ombre planait sur Bellerive. Henri dépérissait. Son alcoolisme empirait chaque année. Sa santé se détériorait. En 1862, alors que la guerre de sécession faisait rage et que la Louisiane était occupée par les forces de l'Union, Henri Duvernay mourut dans son sommeil. Il avait 56 ans. Le docteur Leblanc attribua la mort à une défaillance cardiaque, conséquence d'années d'abus d'alcool et de négligence de sa santé. Céleste ne pleura pas aux funérailles. Elle portait le deuil avec dignité, mais ceux qui la connaissaient remarquèrent l'absence de tristesse véritable dans ses yeux. Édouard, alors âgé de 6 ans, se tenait à ses côtés, observant la descente du cercueil de son père, dans le caveau familial, avec la solennité incompréhensible d'un enfant qui ne comprend pas vraiment la mort. Avec Henri disparu, Céleste prit le contrôle complet de Bellerive. C'était inhabituel à l'époque, une femme gérant seule une plantation. Mais la guerre avait bouleversé beaucoup de conventions sociales. Fortier continua de superviser les opérations quotidiennes, mais c'était Céleste qui prenait les décisions finales. Elle le faisait avec une compétence surprenante, démontrant une compréhension des affaires que personne ne lui soupçonnait. Puis vint 1863, et avec cette année, tout changea en Louisiane. La proclamation d'émancipation d'Abraham Lincoln libéra officiellement tous les esclaves des États confédérés. Bellerive, occupée par les forces de l'Union, dut se plier à cette nouvelle réalité. Les travailleurs qui avaient été des esclaves devinrent théoriquement libres, bien que la réalité économique les maintenait souvent dans un système qui ressemblait beaucoup à leurs conditions précédentes. Ce fut durant cette période de chaos et de transformation que Prudence, la vieille domestique, décida de parler. Elle avait alors près de 70 ans et sentait la mort approcher. Peut-être voulait-elle soulager sa conscience. Peut-être pensait-elle que le changement d'époque permettait enfin de dire certaines vérités. Elle convoqua Moses et quelques autres anciens domestiques dans sa cabane. Là, à la lumière d'une lampe à huile,
Elle raconta tout ce qu'elle savait sur les événements de 1856. J'ai entendu Madame Duvernay et cette Madame Durand parler une nuit. J'étais dans le couloir et elle ne savait pas que j'étais là. Madame Durand disait « Les 4 sont parfaits, ils feront l'affaire ». Et Madame Céleste répondait « Il faut que cela fonctionne. C'est ma dernière chance d'avoir un enfant ». Elle marqua une pause, fixant les visages attentifs autour d'elle. Puis, après la naissance du petit, j'ai entendu Madame dire à Madame Durand « Les 4 doivent disparaître, aucune trace. Henri ne doit jamais savoir avec certitude. » Et Madame Durand répondait « C'est déjà arrangé, Fortier s'en occupera. » Un silence pesant tomba dans la cabane. Moses finit par demander « Que veux-tu dire exactement, Prudence? Que les 4 hommes, que le petit Édouard ?»« Je dis ce que je sais, » répondit Prudence fermement. Cette femme voulait un enfant à tout prix. Elle ne pouvait pas en avoir avec son mari. Alors, elle a trouvé un autre moyen. Et quand elle a obtenu ce qu'elle voulait, elle a éliminé les preuves. L'histoire se répandit rapidement parmi les anciens esclaves de Bellerive. Certains refusaient d'y croire, trouvant cela trop monstrueux même pour une époque aussi cruelle. D'autres hochaient la tête, ayant toujours soupçonné quelque chose de ce genre. Mais tous comprenaient le danger de parler ouvertement. Céleste Duvernay était toujours une femme puissante, avec des connexions parmi les autorités militaires de l'Union et les nouvelles structures politiques de la reconstruction. Néanmoins, les rumeurs avaient une manière de filtrer. Des bribes de l'histoire atteignirent les plantations voisines. On commença à regarder le jeune Édouard avec une curiosité nouvelle, scrutant ses traits, cherchant des ressemblances avec Henri Duvernay. Certains murmuraient qu'il ressemblait trop à sa mère, pas assez à son père. D'autres prétendaient voir quelque chose dans la forme de son nez, la courbe de ses lèvres, qui ne correspondait pas tout à fait au phénotype créole typique. En 1868, Prudence mourut. Avant de s'éteindre, elle appela Moses à son chevet et lui confia quelque chose que personne d'autre ne savait. Il y a une lettre. Je l'ai écrite il y a des années, après la mort de Monsieur Duvernay. J'y ai consigné tout ce que je sais, tout ce que j'ai vu et entendu. Je l'ai caché dans un endroit sûr. Si quelque chose m'arrive, si Madame Céleste essaie de me faire taire définitivement, cette lettre doit être remise aux autorités. Où est-elle ? Demanda Moses inquiet. Dans le caveau familial des Duvernay. Je suis allé là-bas une nuit, il y a longtemps. J'ai glissé la lettre dans une fissure du mur, derrière le cercueil de Monsieur Henri. Personne ne penserait jamais à chercher là. Moses hésita. Pourquoi me dis-tu ça? Pourquoi ne pas simplement la donner aux autorités maintenant? Prudence sourit tristement. Parce que je n'ai pas de preuves, seulement des histoires, des choses entendues. Les autorités ne m'écouteraient pas. Mais toi, si quelque chose se passe, si la vérité a besoin de sortir, tu sauras où chercher. Elle mourut cette nuit-là. Moses garda le secret, ne sachant pas vraiment quoi en faire. Les années continuèrent de s'écouler. Édouard devint un jeune homme, beau et intelligent, mais portant en lui une certaine mélancolie que personne ne pouvait expliquer. Il étudiait à la Nouvelle-Orléans, revenait à Bellerive pour les vacances, traitait les anciens esclaves avec une courtoisie rare pour son époque et sa classe sociale. Céleste vieillissait avec grâce. Maintenant son contrôle ferme sur la plantation malgré les difficultés économiques de l'après-guerre. Elle ne parlait jamais du passé, ne mentionnait jamais les 4 hommes, vivait comme si ces événements n'avaient jamais existé. Mais en 1874, quelque chose se produisit qui ralluma toutes les questions anciennes. Un homme se présenta à Bellerive. Il se faisait appeler Josiah Freeman et prétendait être un historien de passage en Louisiane, collectant des témoignages sur la période de l'esclavage et de la guerre. Il demanda à parler aux anciens esclaves, leur offrant quelques pièces en échange de leurs histoires. Moses le rencontra et, après quelques hésitations, accepta de lui parler. Mais ce que Josiah voulait savoir était très spécifique. Il posait des questions sur l'année 1856, sur 4 hommes qui avaient été amenés dans l'aile et de la demeure principale, sur leur disparition mystérieuse. « Comment savez-vous cela ?» demanda Moses méfiant. Josiah hésita, puis sortit une vieille photographie de sa poche.
Elle montrait 4 hommes jeunes, debout devant un mur de briques. La qualité de l'image était médiocre, typique des daguerréotypes de l'époque, mais les visages étaient reconnaissables. Ces hommes sont Samuel Whitfield, Isaac Johnson, Benjamin Carter et Joshua Freeman. Ce dernier était mon frère. Moses sentit un frisson le parcourir. Votre frère, mon frère cadet. Il a été vendu à Belle-Rive en 1856. Pendant des années, je n'ai eu aucune nouvelle de lui. J'ai écrit à la plantation, mais je n'ai jamais reçu de réponse. Puis, après la guerre, j'ai commencé à chercher. J'ai parlé à des gens qui travaillaient sur d'autres plantations. J'ai entendu des rumeurs sur 4 hommes qui avaient disparu. J'ai reconstitué l'histoire pièce par pièce. Josiah fixa Moses intensément. Je sais que mon frère est mort. Je veux juste comprendre ce qui s'est passé. Et je veux que les responsables paient. Moses était déchiré. D'un côté, l'envie de justice, de voir enfin la vérité exposée. De l'autre, la peur des représailles. La conscience que s'attaquer à Céleste Duvernay était dangereux même après toutes ces années. Finalement, il prit une décision. Il raconta à Josiah tout ce qu'il savait. Et il lui parla de la lettre de Prudence cachée dans le caveau familial. Ce qui se passa ensuite devint l'un des scandales les plus choquants de la paroisse de Saint-Martin dans les années qui suivirent la reconstruction. Par une nuit sans lune de septembre 1874, Moses et Josiah se rendirent au cimetière de Belle-Rive. Ils portaient une lanterne sourde et des outils pour forcer le caveau familial des Duvernay. C'était un acte criminel, une violation de sépulture qui pouvait leur valoir la prison ou pire. Mais Josiah était déterminé, et Moses sentait qu'il devait à Prudence de laisser sa vérité être connue. Le cimetière s'étendait au-delà des anciens champs de canne, séparés en 2 sections distinctes par un mur de pierre bas. D'un côté, les tombes élaborées des Duvernay et des autres familles blanches avec leurs monuments de marbre et leurs anges sculptés. De l'autre, les simples croix de bois marquant les sépultures des esclaves. Cette division persistait même dans la mort, témoignage silencieux de l'ordre social qui avait régné pendant des générations. Le caveau des Duvernay était une construction imposante de pierre calcaire, avec une lourde porte en fer forgé ornée de motifs floraux. Il leur fallut 1 heure de travail minutieux pour forcer les gonds rouillés. Moses utilisait un pied de biche, tandis que Josiah surveillait les alentours, nerveux, guettant le moindre signe d'approche. Chaque grincement du métal résonnait comme un coup de tonnerre dans le silence nocturne. Finalement, les gonds cédèrent dans un craquement sinistre qui sembla résonner à travers tout le cimetière. Ils échangèrent un regard anxieux, attendant quelques instants pour s'assurer que personne n'avait entendu. Puis, lentement, ils poussèrent la porte. Une odeur de pierre humide et de temps arrêté s'échappa de l'ouverture sombre. Josiah leva la lanterne, projetant une lumière tremblante à l'intérieur. Le caveau était étonnamment spacieux, avec un plafond voûté qui se perdait dans l'ombre. 3 cercueils de bois reposaient sur des étagères de pierre disposées le long des murs. Celui du centre, le plus ancien, était orné de ferrures en bronze terni. Le nom gravé sur une plaque indiquait qu'il contenait les restes de Jacques Duvernay, le père d'Henri, décédé en 1829. Le cercueil de gauche était celui d'Henri, plus simple mais toujours imposant. Le 3e emplacement était vide, attendant le jour où Céleste y serait déposée. Moses se dirigea vers le cercueil d'Henri, son cœur battant si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Il glissa la lanterne dans une niche du mur et commença à chercher la fissure dont Prudence avait parlé. Ses mains tremblaient, tandis qu'il tâtonnait le long du mortier entre les pierres, derrière le cercueil. La poussière s'accumulait sur ses doigts. Des toiles d'araignée s'accrochaient à ses avant-bras. « Tu la trouves ?» chuchota Josiah, impatient. « Patience. Attends. » Ses doigts touchèrent quelque chose de différent. Une fente dans le mortier, plus profonde que les autres. Il y glissa la main avec précaution, sentant quelque chose de sec et de papier au toucher. Son cœur bondit. C'était là, lentement, délicatement, centimètre par centimètre.
Il extirpa une enveloppe scellée avec de la cire rouge, jaunie par les années mais encore remarquablement intacte. Le sceau portait une marque qu'il ne reconnut pas, probablement improvisée par Prudence, avec ce qu'elle avait sous la main. Josiah prit l'enveloppe avec des mains tremblantes, la tenant comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Il regarda Moses, puis l'enveloppe, puis de nouveau Moses. Pendant un instant, il sembla incapable de bouger, paralysé par l'importance de ce qu'il tenait entre ses mains. « Ouvre-la » murmura Moses. « C'est pour ça que nous sommes venus. » Josiah hocha la tête. Il brisa le sceau avec précaution, dépliant les pages à l'intérieur. Il y en avait 4, couvertes de l'écriture laborieuse mais lisible de Prudence. À la lumière vacillante de la lanterne, il commença à lire à voix basse, pour que Moses puisse entendre aussi. La lettre commençait par une déclaration simple mais puissante. « Je m'appelle Prudence Washington, j'ai 63 ans. J'écris ceci en 1862, après la mort de M. Henri Duvernay, parce que je ne peux plus porter ce secret seul. Si vous lisez ces mots, c'est que je suis morte ou que la vérité doit enfin être révélée. » Elle décrivait ensuite, avec un luxe de détails qui glaçait le sang, les événements de 1856. Comment Céleste avait engagé Héloïse Durand, une sage-femme créole réputée pour ses connaissances en matière de fertilité et d'obstétrique, mais aussi pour son absence de scrupules moraux. Prudence avait entendu une conversation entre les deux femmes, tard, un soir de février, alors qu'elle apportait du linge propre dans la chambre de Céleste. Madame Durand disait « Il existe des méthodes, pas conventionnelles, pas approuvées par l'Église, mais efficaces. Des femmes dans votre situation ont recours à ces méthodes depuis des siècles. Les Romains le faisaient, les Grecs aussi, même certaines familles aristocratiques européennes contemporaines. » Et Madame Céleste répondait « Expliquez-moi, je ferai tout ce qui est nécessaire. » Prudence décrivait comment elles avaient sélectionné 4 hommes jeunes et vigoureux selon des critères précis établis par Madame Durand. Elle voulait des hommes en parfaite santé, sans maladie visible, avec de bonnes dents et une stature imposante. Elle disait que ces caractéristiques étaient importantes pour assurer que l'enfant soit robuste. Les 4 hommes avaient été gardés isolés dans l'aile est pendant des mois. Prudence avait observé leur traitement privilégié, nourriture abondante, repos, exercice supervisé dans le jardin clos. Madame Durand disait qu'il fallait les maintenir en excellentes conditions. Elle préparait des toniques spéciaux, des infusions qu'elle leur faisait boire. Elle disait que c'était pour augmenter leur vigueur. Puis Prudence décrivait ce qu'elle avait entendu une nuit de mai 1856. Elle était restée éveillée à cause de douleurs aux articulations, incapable de dormir. J'ai entendu Madame Céleste marcher dans le couloir vers l'aile est. Elle était seule. Elle est entrée dans les quartiers où les 4 hommes dormaient. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais elle y est restée près de 2 heures. Quand elle est ressortie, j'ai vu son visage. Elle pleurait. Je ne sais pas si c'était de honte, de soulagement ou autre chose. Cette scène s'était répétée plusieurs fois au cours des semaines suivantes. Prudence ne savait pas avec combien d'hommes Céleste avait. Elle n'utilisait pas de mots précis, laissant l'implication claire sans la formuler explicitement. 2 mois plus tard, Madame Céleste a annoncé sa grossesse. Madame Durand semblait très satisfaite. Elle disait que la méthode avait fonctionné comme prévu. Ensuite venait la partie la plus sombre de la lettre. Prudence décrivait comment, une fois la grossesse confirmée, l'attitude envers les 4 hommes avait changé radicalement. Madame Durand disait à Madame Céleste « Maintenant, ils sont un danger. Ils savent. Ils pourraient me parler. Même s'ils ne comprennent pas complètement, d'autres pourraient faire des connexions. Il faut régler ce problème de manière définitive. » Prudence avait entendu Céleste et Durand discuter des options. D'abord, elles avaient envisagé de les vendre à une plantation lointaine, peut-être en Alabama ou au Texas. Mais Durand avait argumenté que c'était trop risqué. Elle disait « Ils pourraient raconter des histoires. Même si personne ne les croit complètement, les rumeurs sont dangereuses. Et si l'enfant ressemble à l'un d'eux,
Si quelqu'un établit la connexion, c'est alors que Céleste avait consulté Fortier. Je les ai entendus dans la bibliothèque. Madame Céleste disait à Fortier qu'il y avait 4 hommes qui posaient un problème de sécurité. Elle ne lui a pas dit exactement pourquoi, mais elle a laissé entendre qu'ils connaissaient des secrets de famille qui pourraient ruiner les Duvernay. Elle lui a offert une somme considérable pour résoudre le problème discrètement. Fortier avait accepté. Le plan était simple mais brutal. Organiser une fausse tentative d'évasion, abattre 2 hommes publiquement pour servir d'exemple et éliminer les 2 autres en secret en les faisant passer pour noyés dans le bayou. Prudence décrivait la nuit de septembre où tout s'était déroulé. J'ai entendu les coups de feu, 2 détonations. Puis, plus tard dans la nuit, j'ai vu Fortier et 3 de ses hommes partir vers le bayou. Ils emmenaient quelque chose, enveloppé dans des couvertures. 2 formes. Ils sont revenus avant l'aube, sans les couvertures. Des jours plus tard, alors que Fortier buvait dans les écuries, Prudence lui avait apporté de l'eau et l'avait entendu parler avec un autre contremaître en visite. Fortier disait « Les 2 premiers ont été faciles, on leur a tiré dessus pendant qu'ils essayaient de passer la clôture. Mais les 2 autres, ils savaient ce qui les attendait. Il a fallu les maîtriser. Benjamin s'est battu comme un diable. J'ai dû le frapper à la tête avec une pelle avant de pouvoir l'attacher. Joshua était plus jeune, plus effrayé. Il suppliait. Mais les ordres étaient clairs. Pas de témoins. Fortier avait décrit comment ils avaient emmené les 2 hommes dans un hangar abandonné près du bayou. Un bâtiment que même les chasseurs évitaient parce qu'il s'enfonçait dans le marécage. Il disait qu'il les avait étranglés avec des cordes pour éviter le bruit des coups de feu. Puis il les avait enterrés sous le plancher de l'ancien hangar. « Personne ne les trouvera jamais là », disait Fortier. « Dans quelques années, le bayou aura complètement englouti l'endroit. » La lettre se terminait par une observation qui résumait toute l'horreur de la situation. Ces 4 hommes ont été utilisés comme des animaux reproducteurs, puis éliminés comme des témoins gênants. Leur seul crime était d'être ce qu'ils étaient, et d'avoir été choisis pour satisfaire le désespoir d'une femme qui ne pouvait accepter sa stérilité. Madame Céleste Duvernay a un fils maintenant, un bel enfant qu'elle adore. Mais cet enfant a été conçu dans le péché et son existence a coûté la vie à 4 innocents. Que Dieu me pardonne de n'avoir rien fait pour les sauver. Quand Josiah termina la lecture, le silence dans le caveau était oppressant. Des larmes coulaient librement sur ses joues, brillant à la lumière de la lanterne. « Mon frère » murmura-t-il. « Mon petit frère Joshua » Il suppliait. Il savait qu'il allait mourir, et il suppliait. Sa voix se brisa. Moses posa une main sur son épaule, incapable de trouver des mots de réconfort adéquats. Que pouvait-on dire face à une telle révélation? Finalement, Josiah essuya ses yeux avec sa manche. Quand il parla de nouveau, sa voix était changée. La tristesse était toujours là, mais elle était maintenant mêlée à quelque chose de plus dur, de plus froid. Cette lettre va être portée aux autorités, demain, et je vais m'assurer que tout le monde en Louisiane connaisse cette histoire. Josiah tint parole. Le lendemain matin, il se présenta au bureau du shérif de la paroisse avec la lettre de Prudence. Le shérif, un homme nommé Thomas Beauregard, était un vétéran de la guerre qui avait peu de sympathie pour les anciens propriétaires d'esclaves. Il lut la lettre avec une attention croissante, son visage devenant de plus en plus grave à mesure qu'il progressait dans le texte. « C'est une accusation très sérieuse, monsieur Freeman, » dit-il finalement. « Vous comprenez ce que cela implique? Je comprends parfaitement. Ma famille veut justice pour mon frère et les 3 autres hommes. » Beauregard hocha la tête lentement. « Je vais devoir enquêter, mais je vous préviens, Madame Duvernay est une femme influente. Elle a des connexions. Cette affaire ne sera pas simple. La vérité n'est jamais simple, shérif, mais elle mérite d'être connue. » L'enquête officielle commença le jour même. Beauregard interrogea Moses, puis d'autres anciens domestiques de Belle-Rive. Leurs témoignages, concordant dans leurs grandes lignes, confirmaient l'essentiel de ce que Prudence avait écrit. Betsy raconta les plateaux de nourriture luxueuse transportés vers l'aile Est.
Moses décrivit le traitement privilégié des 4 hommes, puis leur disparition soudaine. Un ancien gardien, maintenant âgé et sans rien à perdre, confirma avoir participé à la traque dans le bayou cette nuit de septembre, bien qu'il prétendit n'avoir fait que suivre les ordres de Fortier. Pendant ce temps, Josiah contactait les journaux. Il se rendit personnellement à la Nouvelle-Orléans et rencontra les rédacteurs du Times-Picayune et du Daily Crescent. Il leur raconta toute l'histoire, leur montra la lettre de prudence, leur fournit les noms des témoins prêts à parler. Les premiers articles parurent une semaine après l'ouverture de l'enquête. Les titres étaient sensationnels. Le secret sombre de Bellerive révélé. 4 hommes morts pour donner un héritier à une dame créole. Le prix du sang pour la respectabilité. La réaction fut immédiate et explosive. Dans toute la Louisiane, les gens ne parlaient que de cela. Dans les salons de la Nouvelle-Orléans, dans les magasins des petites villes, dans les champs où travaillaient les anciens esclaves devenus métayers, l'histoire circulait, se répétait, s'amplifiait. Les opinions étaient divisées. Certains, particulièrement parmi les Blancs de la vieille aristocratie, refusaient de croire aux accusations. Ils considéraient cela comme une campagne de diffamation orchestrée par des gens amers qui n'avaient jamais accepté l'ordre social ancien. D'autres, plus nombreux, étaient horrifiés. Même ceux qui avaient défendu l'institution de l'esclavage trouvaient que ce qui s'était passé à Bellerive dépassait les bornes de l'acceptable. Céleste, confrontée aux accusations, réagit avec une indignation glaciale. Elle publia une déclaration dans les journaux affirmant que la lettre était un faux, que Prudence était une vieille femme sénile qui avait toujours éprouvé de la jalousie envers elle, que Josiah Freeman était un escroc cherchant à extorquer de l'argent à sa famille. Elle engagea Maître Auguste Lacoste, l'un des avocats les plus réputés de la Nouvelle-Orléans, pour la défendre. Mais le scandale était trop grand pour être simplement étouffé par des démentis. Les témoignages des anciens domestiques continuaient de s'accumuler. Le shérif Beauregard, sentant la pression de l'opinion publique et déterminé à prouver que la loi s'appliquait également aux riches et aux pauvres, intensifia son enquête. Il ordonna l'exhumation des corps du cimetière des esclaves, ces 2 hommes prétendument tués lors de la tentative d'évasion. Le docteur Antoine Mercier, un médecin légiste formé à Paris et récemment arrivé en Louisiane, fut chargé d'examiner les restes. L'exhumation eut lieu par un matin brumeux d'octobre. Une foule s'était rassemblée autour du cimetière, maintenue à distance par les adjoints du shérif. Les 2 tombes furent ouvertes avec précaution. Les cercueils rudimentaires, simples boîtes de pain, furent sortis de terre et ouverts. Le docteur Mercier effectua son examen sur place, notant méticuleusement ses observations. Ses conclusions, présentées 3 jours plus tard lors d'une audience préliminaire, furent dévastatrices pour la défense de Céleste. Les 2 squelettes présentent des traumatismes par balle, expliqua-t-il à une salle d'audience bondée. Cependant, les angles de tir et les points d'entrée suggèrent fortement que ces hommes n'ont pas été abattus pendant une fuite. Les balles sont entrées à l'arrière du crâne, dans les 2 cas, à une trajectoire légèrement descendante, cohérente avec des victimes agenouillées ou couchées face contre terre. Un murmure parcourut l'assistance. Le docteur Mercier continua, imperturbable. De plus, l'analyse des os suggère que la mort est survenue plusieurs jours, peut-être même une semaine, après la date officiellement enregistrée de la tentative d'évasion. Les processus de décomposition, même après tant d'années, laissent des traces dans la structure osseuse. Ces hommes ont été maintenus en vie pendant un certain temps après la nuit de septembre 1856, puis exécutés. Cette révélation changea complètement la nature de l'affaire. Il ne s'agissait plus simplement d'une répression brutale d'une tentative d'évasion, mais d'exécutions préméditées, planifiées à froid. Le shérif Beauregard ordonna alors la recherche du hangar près du bayou, mentionné dans la lettre de Prudence. Il organisa une équipe de recherche composée de ses adjoints, de plusieurs anciens résidents de Bellerive qui connaissaient bien la région, et de Moses lui-même, qui se souvenait vaguement d'un vieux hangar abandonné dans cette zone. Les recherches durèrent 4 jours. Le bayou était un labyrinthe de cours d'eau, de marécages et de végétation dense.
Ils explorèrent systématiquement la zone, pataugeant dans l'eau stagnante, écartant les lianes et les roseaux, cherchant les traces d'une structure humaine au milieu de la nature sauvage qui avait repris ses droits. C'est Moses qui finit par le trouver. Il reconnut certains cyprès distinctifs qui lui rappelaient ses excursions de jeunesse dans la région. Le hangar était à moitié effondré, envahi par la mousse espagnole et les plantes grimpantes. Le plancher de bois avait pourri, s'effondrant par endroits dans le sol marécageux en dessous. C'était un lieu désolé, hanté, où même les animaux semblaient hésiter à s'aventurer. « C'est là », dit Moses, sa voix à peine audible. « C'est forcément là. » Ils commencèrent à creuser, utilisant des pelles et des pioches pour sonder le sol autour et en dessous du hangar. Le travail était pénible, rendu encore plus difficile par l'eau qui s'infiltrait constamment dans les trous qu'ils creusaient. Au deuxième jour de fouille, ils trouvèrent le premier squelette. Il était enterré à environ 1 mètre de profondeur, sous ce qui avait été autrefois le plancher du hangar. Les os étaient tachés par le sol humide, mais remarquablement bien préservés, grâce aux conditions acides du marécage. Le docteur Mercier, appelé sur place, examina les restes avec soin. Homme adulte, jeune, probablement entre 20 et 30 ans. Le crâne présente des fractures multiples, cohérentes avec des coups portés par un objet contondant lourd. Une pelle peut-être, comme décrit dans la lettre. La mort a été violente et douloureuse. 4 heures plus tard, ils trouvèrent le second squelette, enterré à quelques mètres du premier. Celui-ci présentait des dommages différents. Les os du cou montrent des marques caractéristiques de strangulation, expliqua le docteur Mercier. Vous voyez ici, sur l'os hyoïde, cette fracture typique. Elle est causée par une pression intense autour du cou, généralement par une corde ou des mains. Cet homme a été étranglé. Les 2 squelettes furent transportés à la Nouvelle-Orléans pour une analyse plus approfondie. Le docteur Mercier passa 1 semaine à les examiner, comparant ses observations avec les descriptions des 4 hommes qu'il avait pu rassembler à partir des témoignages et des rares documents existants. Il ne pouvait pas identifier formellement qui était qui, mais il put confirmer que les 4 squelettes, les 2 du cimetière des esclaves et les 2 du hangar, correspondaient à des hommes jeunes, robustes, décédés approximativement à la même période en 1856. Les méthodes d'exécution différentes suggéraient une tentative de faire croire à des causes de mort variées si les corps étaient jamais découverts. Josiah, informé des découvertes, demanda à voir les restes. Le shérif Beauregard hésita, puis accepta. Dans la morgue improvisée où les squelettes étaient conservés, Josiah s'approcha lentement, regardant les 4 ensembles d'ossements disposés côte à côte sur des tables. « Lequel est Joshua ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Le docteur Mercier toussa doucement. « Nous ne pouvons pas être absolument certains, mais... Votre frère avait une cicatrice distinctive à la jambe gauche, n'est-ce pas? Vous l'avez mentionné dans votre témoignage. Oui, il est tombé d'un arbre quand il avait 12 ans. La blessure s'est mal soignée. Il gardait une cicatrice profonde sur le tibia. » Le docteur Mercier se dirigea vers l'un des squelettes provenant du hangar. Celui-ci présente une marque sur le tibia gauche, une ancienne fracture mal consolidée qui aurait laissé une cicatrice externe visible. Je pense que c'est votre frère. Josiah s'effondra à genoux devant la table, ses mains tremblant alors qu'il les tendait vers les os, sans les toucher vraiment. Joshua, mon petit frère, je suis tellement désolé. Je suis désolé de ne pas t'avoir protégé. Il pleura longtemps, tandis que les autres présents détournèrent le regard par respect. Quand il se releva finalement, son visage était transformé. La tristesse était toujours là, mais aussi une détermination de fer. Cette femme va payer pour ce qu'elle a fait. Je le jure sur la tombe de Joshua. Avec les preuves physiques s'ajoutant aux témoignages, la position de Céleste Duvernay devenait intenable. Même son avocat, Maître Lacoste, commença à lui conseiller de négocier un accord plutôt que de risquer un procès public. Mais Céleste refusait obstinément. « Je ne plaiderai pas coupable de crimes que je n'ai pas commis », insistait-elle lors de leur réunion. « Cette lettre est un faux.
Ces témoignages sont des mensonges d'esclaves amers. Et si quelque chose de répréhensible s'est produit, c'était l'œuvre de Fortier, pas la mienne. Mais la pression montait de tous les côtés. Des foules hostiles commençaient à se rassembler devant Bellerive, criant des insultes. Les familles respectables de la paroisse cessèrent de recevoir Céleste, l'excluant des réceptions et des événements sociaux. Même le père Mathieu, qui l'avait toujours défendu avec une loyauté inébranlable, vint lui rendre visite pour une conversation difficile. « Madame Duvernay, je dois être franc avec vous. Les preuves sont accablantes. Les témoignages sont cohérents. Les corps ont été retrouvés exactement où la lettre disait qu'ils seraient. Si vous avez commis ces actes, ou si vous en avez ordonné l'exécution, vous devez vous confesser et chercher le pardon de Dieu, avant qu'il ne soit trop tard. » Céleste le regarda avec une expression qui mêlait douleur et indignation. « Vous aussi, mon père, même vous, vous croyez ces histoires. » Le père Mathieu soupira profondément. « Je crois en la rédemption par la confession et la pénitence. Mais je ne peux plus fermer les yeux sur ce qui semble être une vérité terrible. » Il la laissa seule dans le grand salon de Bellerive, cette pièce où elle avait reçu tant d'invités pendant des années, où elle avait joué du pianoforte lors de soirées élégantes, où elle avait construit une façade de respectabilité parfaite. Maintenant, cette façade s'effritait, révélant la pourriture dessous. Le procès était prévu pour commencer en mars 1875. Les journaux annonçaient déjà que ce serait le procès du siècle en Louisiane. Des reporters venus d'aussi loin que New York et Boston réservaient des chambres dans les hôtels de la paroisse. La salle d'audience devrait être agrandie pour accommoder tous ceux qui voulaient assister. Édouard, maintenant âgé de 18 ans, était déchiré par le scandale. Il avait toujours respecté sa mère, l'avait même aimée malgré la froideur générale de leur famille. Maintenant, il devait faire face à la possibilité que son existence même soit le fruit d'un crime horrible, que son identité soit fondée sur le mensonge et le meurtre. Il essaya de parler à sa mère, de comprendre la vérité, mais Céleste refusait de discuter de l'affaire avec lui. Maintenant sa version des faits avec une rigidité qui rendait toute conversation impossible. Puis, 2 semaines avant le début du procès, quelque chose changea dans le comportement de Céleste. Les domestiques remarquèrent qu'elle passait beaucoup de temps dans sa chambre, écrivant. Elle convoqua son notaire et modifia son testament. Elle fit emballer certains de ses bijoux les plus précieux. Elle commença à trier ses affaires, donnant des instructions détaillées sur ce qui devait être conservé et ce qui devait être détruit. Édouard, inquiet, essaya encore une fois de lui parler. Cette fois, elle accepta de le recevoir dans son boudoir, cette pièce intime où elle avait passé tant d'heures seule au fil des années. « Mère, que se passe-t-il? Pourquoi ces préparatifs ?» Céleste le regarda avec une expression qu'il ne lui avait jamais vue auparavant. Une sorte de tendresse mélancolique mêlée à une profonde fatigue. « Mon fils, il y a des choses que tu dois savoir. Des vérités que j'ai cachées pendant trop longtemps. » Elle l'invita à s'asseoir et, pour la première fois, commença à raconter sa propre histoire. Son mariage arrangé à 17 ans avec un homme qu'elle n'aimait pas. Ses tentatives désespérées pour concevoir un enfant, les années d'humiliation et de honte. La découverte progressive que son mari était stérile, information qu'aucun médecin n'oserait confirmer officiellement mais que tous savaient. Le désespoir croissant d'une femme dont toute la valeur sociale dépendait de sa capacité à produire un héritier. « J'ai fait ce qui était nécessaire, » dit-elle finalement. « Je ne m'excuserai pas pour avoir voulu un enfant, pour avoir voulu toi. Mais les 4 hommes, » commença Édouard, « devaient être éliminés pour protéger ta légitimité, pour protéger l'avenir de notre famille. Je ne nierai pas que c'était cruel, mais c'était nécessaire. » Édouard la regardait avec horreur. Nécessaire. Mère, ils étaient des êtres humains. Ils avaient des vies, des familles, des espoirs. Et vous, j'ai fait ce que toute mère ferait pour protéger son enfant. Non, dit Édouard, se levant brusquement. Non, pas toute mère. La plupart des mères ne commettraient pas de meurtre pour masquer leurs mensonges. Il sortit de la pièce, laissant Céleste seule.
Elle ne pleura pas. Elle était au-delà des larmes maintenant. Elle termina les lettres qu'elle écrivait, scella les enveloppes et fit ses derniers arrangements. Dans la nuit du 8 mars 1875, Céleste Duvernay quitta Bellerive. Elle emporta une petite valise contenant quelques vêtements, ses bijoux les plus précieux et une somme considérable d'argent liquide qu'elle avait retiré de ses comptes au cours des semaines précédentes. Elle laissa 3 lettres, une pour Édouard, une pour son avocat avec des instructions pour la gestion de sa succession et une pour le shérif Beauregard. La lettre à Édouard ne fut jamais rendue publique dans son intégralité. Édouard la lut, la conserva toute sa vie, mais ne partagea que quelques passages avec ses proches amis. Dans ces passages, Céleste exprimait son amour pour son fils, lui demandait pardon pour le fardeau qu'elle lui laissait et le conseillait de quitter la Louisiane pour recommencer ailleurs. « Tu n'es pas responsable de mes actions », écrivait-elle. « Tu es innocent de tous mes crimes. Ne laisse pas mon héritage empoisonné détruire ta vie. Va là où personne ne connaît notre histoire. Construis quelque chose de nouveau, quelque chose de bon. C'est tout ce que je te demande. » La lettre à son avocat contenait des instructions détaillées pour la vente de Bellerive et la distribution de sa fortune. Une partie significative devait être mise de côté pour Édouard, mais elle ordonnait également qu'une somme substantielle soit versée pour ériger un monument dans le cimetière de la Nouvelle-Orléans, portant les noms des 4 hommes et reconnaissant leur injuste destin. « C'est le minimum que je leur dois », écrivait-elle. « Laissez au moins leur nom être connu. » Quant à la lettre au shérif Beauregard, elle était courte mais explosive. En quelques paragraphes concis, Céleste admettait l'essentiel des accusations portées contre elle. Elle confirmait avoir fait appel au service d'Éloïse Durand pour résoudre son problème de stérilité. Elle reconnaissait que les 4 hommes avaient été choisis dans un but spécifique, bien qu'elle ne détaillât pas exactement la nature de leur rôle. Et elle admettait avoir ordonné leur élimination à Fortier, une fois qu'ils représentaient une menace pour la légitimité de son fils. « Je ne cherche pas à m'excuser », écrivait-elle. « Je savais que c'était mal. Mais j'ai choisi de le faire quand même, parce que l'alternative, vivre toute ma vie comme une femme ratée, incomplète, indigne, était intolérable. Vous avez vos preuves maintenant. Vous avez ma confession. Faites-en ce que vous voulez. » La lettre se terminait sur une note étrange, presque philosophique. Dans une société qui mesure la valeur d'une femme uniquement à sa capacité à produire des enfants, qui la réduit à une fonction reproductrice, les crimes de cette société ne sont-ils pas aussi graves que les miens? J'ai tué 4 hommes. Mais combien de femmes ont été détruites psychologiquement, émotionnellement, socialement par un système qui ne leur laissait aucune valeur en dehors de la maternité? Mon crime est individuel et peut être jugé. Le leur est systémique et restera impuni. Quand le shérif Beauregard découvrit la disparition de Céleste le lendemain matin, une chasse à l'homme massive fut organisée. Des patrouilles fouillèrent toute la paroisse et les régions voisines. Des avis de recherche furent envoyés dans tous les États du Sud. Des portraits de Céleste parurent dans les journaux, accompagnés d'offres de récompense pour toute information menant à son arrestation. Mais Céleste Duvernay semblait avoir disparu comme un fantôme. Certains rapportaient l'avoir vue monter dans un train à bâton rouge, se dirigeant vers le Texas. D'autres juraient l'avoir aperçue sur un bateau à vapeur descendant le Mississippi vers la Nouvelle-Orléans, d'où elle aurait pu embarquer sur un navire vers le Mexique ou même l'Europe. Une rumeur particulièrement persistante affirmait qu'elle s'était rendue dans un couvent isolé au Mexique, cherchant refuge et pénitence. La vérité ne fut jamais établie. Céleste Duvernay disparut complètement, ne laissant derrière elle que ses lettres, ses crimes avoués et un héritage empoisonné. Fortier, lui, fut jugé pour les meurtres des 4 hommes. Son procès dura 3 semaines et attira une attention nationale. Il plaida coupable de 2 meurtres, ceux de Benjamin et Joshua, les hommes retrouvés près du hangar, affirmant qu'il avait agi sur ordre direct de Madame Duvernay, mais qu'il regrettait profondément ses actions. « J'étais son contremaître », dit-il lors de son témoignage.
Elle me payait bien. Quand elle m'a demandé de résoudre ce problème, je n'ai pas posé de questions. C'était une époque différente. Les ordres étaient les ordres. Mais je ne peux pas nier ce que j'ai fait. J'ai tué ces hommes de mes propres mains. J'ai frappé Benjamin avec une pelle jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. J'ai étranglé Joshua avec une corde pendant que mes hommes le tenaient. Puis, nous les avons enterrés dans ce hangar maudit. Il fut condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il mourut en 1878 dans le pénitencier de l'État, emportant dans sa tombe des détails supplémentaires que sa confession publique n'avait pas révélés. Héloïse Durand ne fut jamais retrouvée. Elle avait disparu bien avant le scandale, probablement avertie par Céleste de ce qui allait arriver. Des rumeurs circulaient qu'elle s'était installée dans les Caraïbes sous un nouveau nom, continuant à pratiquer ses talents de sage-femme pour d'autres femmes désespérées. Mais rien ne fut jamais confirmé. Édouard Duvernay fit exactement ce que sa mère lui avait conseillé. En avril 1875, après que Bellerive fut vendue à un consortium d'investisseurs du Nord, il quitta la Louisiane. Il voyagea vers le Nord, changeant son nom en Édouard Duval à Baltimore, et s'installa finalement à Boston, où il entra dans le commerce de la laine. Il se maria en 1879 avec une jeune femme de bonne famille de Boston qui ne savait rien de son passé. Il lui dit simplement que sa famille avait perdu sa fortune pendant la guerre et qu'il préférait ne pas parler de cette période douloureuse. Elle accepta cette explication sans poser trop de questions. Ils eurent 4 enfants ensemble. Edward devint un homme d'affaires prospère, respecté dans sa communauté. Il faisait de généreuses donations à des œuvres de charité, particulièrement celles qui aidaient les anciens esclaves et leurs descendants. Il ne retourna jamais en Louisiane, refusant même d'en parler avec ses enfants. Mais ceux qui le connaissaient bien remarquaient certaines choses. Il souffrait d'insomnie chronique. Il évitait les miroirs, semblant mal à l'aise avec son propre reflet. Et certaines nuits, son épouse l'entendait murmurer dans son sommeil des noms qu'elle ne reconnaissait pas: Samuel, Isaac, Benjamin, Joshua. Il mourut en 1912, à l'âge de 56 ans, d'une crise cardiaque. Dans son testament, il laissa des instructions étranges. Une partie de sa fortune devait être utilisée pour établir une fondation d'aide aux descendants d'esclaves cherchant à obtenir une éducation, et il demandait qu'à sa mort, une lettre scellée soit ouverte et son contenu rendu public. Cette lettre, écrite peu avant sa mort, racontait toute l'histoire de Bellerive pour la génération suivante. Il voulait que ses descendants sachent d'où ils venaient, quels crimes avaient été commis pour assurer leur existence. Ne cachez pas la vérité, écrivait-il. Aussi horrible soit-elle, elle mérite d'être connue. Et peut-être qu'en la connaissant, en l'acceptant, vous pourrez faire mieux que ce que nos ancêtres ont fait. Quant à Josiah Freeman, il obtint une forme de justice pour son frère. Les restes de Joshua, formellement identifiés, furent réclamés et enterrés dans un cimetière de la Nouvelle-Orléans en 1875. Une pierre tombale fut érigée, portant son nom complet, ses dates de naissance et de mort approximatives, et une inscription choisie par Josiah. Ici repose Joshua Freeman, mort à l'âge de 20 ans, victime d'une injustice terrible. Puisse sa mémoire nous rappeler le prix humain de l'ambition et du mensonge. Josiah consacra le reste de sa vie à documenter les histoires des anciens esclaves, voyageant à travers le Sud pour collecter des témoignages, préserver des mémoires. Il publia en 1883 un livre intitulé « Voix de l'esclavage », qui incluait l'histoire complète de Bellerive et des 4 hommes. Le livre ne devint jamais un best-seller, mais il fut lu et préservé par les communautés afro-américaines du Sud, transmis de génération en génération comme un témoignage de leur histoire. Josiah mourut en 1891, à l'âge de 63 ans. Il fut enterré à côté de son frère Joshua, leurs pierres tombales côte à côte, témoignage silencieux d'un lien fraternel que même la mort et l'injustice n'avaient pu briser complètement.
Bellerive elle-même eut un destin étrange. Après sa vente, la propriété fut divisée et revendue plusieurs fois. La demeure principale, vide et abandonnée pendant plusieurs années, devint le sujet de nombreuses histoires locales. Les gens affirmaient voir des lumières dans les fenêtres de l'aile et la nuit. Des bruits inexplicables étaient rapportés. Bien sûr, ces histoires n'étaient que le produit d'imagination excitée par le scandale, mais elles persistèrent. En 1883, la demeure brûla complètement. Le feu commença au milieu de la nuit, dans des circonstances qui ne furent jamais complètement élucidées. Certains disaient qu'un vagabond avait allumé un feu pour se réchauffer et avait perdu le contrôle des flammes. D'autres murmuraient que des descendants d'anciens esclaves de Bellerive l'avaient incendié intentionnellement, cherchant à effacer définitivement la mémoire du lieu. Une vieille femme nommée Sarah, qui avait travaillé à Bellerive dans sa jeunesse, déclara simplement « Certains endroits portent trop de douleur, il vaut mieux les laisser partir. » Aujourd'hui, seules quelques fondations en pierre, envahies par la végétation, marquent l'emplacement où se dressait autrefois la grande maison blanche de Bellerive. Le cimetière existe toujours, maintenu par une association locale d'histoire. Les 4 tombes des hommes, les 2 du cimetière des esclaves et les 2 ramenés du hangar du Bayou sont maintenant clairement marqués avec des croix en bois que la communauté remplace chaque année. Une fois par an, le 22 septembre, date approximative de leur mort, un petit groupe se rassemble près de ces tombes pour une cérémonie de souvenir. Des descendants de Josiah Freeman sont souvent présents. Parfois, des membres de la famille Duval, les descendants d'Édouard, font aussi le voyage depuis le nord, cherchant à honorer la mémoire de ceux dont le sacrifice involontaire a rendu leur existence possible. Les archives du procès avorté contre Céleste Duvernay, conservées dans les bâtiments judiciaires de la paroisse de Saint-Martin, furent partiellement détruites lors d'une inondation en 1927. Mais ce qui reste, témoignages, rapports médicaux, la lettre originale de Prudence elle-même, est maintenant préservée avec soin, reconnue comme un document historique important témoignant des complexités morales et des horreurs de l'époque de l'esclavage. Des historiens continuent d'étudier l'affaire Bellerive, publiant des articles académiques débattant de ses implications. Certains la voient comme un exemple extrême de la déshumanisation inhérente au système esclavagiste. D'autres l'analysent à travers le prisme des études de genre, examinant comment les pressions sociales sur les femmes pouvaient mener à des actes désespérés et criminels. Quelques-uns tentent une lecture plus nuancée, reconnaissant la multiplicité des victimes, les 4 hommes tués bien sûr, mais aussi Céleste elle-même, piégée dans un système qui ne lui laissait aucune issue honorable, et Édouard, condamné à porter le poids d'une origine qu'il n'avait pas choisie. L'histoire de Bellerive est maintenant enseignée dans certaines universités du Sud comme un cas d'étude de la complexité morale de l'histoire américaine. Elle résiste aux simplifications faciles, forçant ceux qui l'étudient à grappler avec des questions inconfortables sur la culpabilité, la responsabilité et les limites de la compréhension morale. Car en fin de compte, que faisons-nous d'une histoire comme celle-ci ? Comment jugeons-nous des actions commises dans un contexte social si radicalement différent d'une autre ? Céleste Duvernay était-elle un monstre ou une victime elle-même victime ? Les 4 hommes étaient-ils simplement des victimes innocentes ou leur histoire est-elle plus complexe que cela ? Et Édouard, portant en lui le sang de l'un de ces hommes, mais élevé comme l'héritier de leur meurtrier, quelle était sa véritable identité ? Ces questions n'ont pas de réponse simple, et c'est précisément pourquoi l'histoire de Bellerive continue de fasciner et de troubler, plus d'1 siècle après les événements. Elle nous rappelle que l'histoire n'est pas une simple succession de faits, mais une tapisserie complexe de choix humains, de conséquences imprévues et de vérités inconfortables que nous préférerions parfois ne pas affronter. Les visiteurs qui connaissent l'histoire et qui se rendent aujourd'hui sur les lieux où se trouvait autrefois Bellerive rapportent souvent une sensation étrange, un malaise diffus, comme si le lieu lui-même se souvenait de ce qui s'y était passé.
Les bayous alentours semblent particulièrement silencieux. Même les oiseaux hésitent à y chanter. Les pêcheurs locaux évitent la zone près du vieux hangar effondré, bien qu'ils ne puissent pas toujours expliquer exactement pourquoi. Mais peut-être n'est-ce que l'imagination. Le pouvoir des histoires sombres a coloré notre perception de la réalité. Ou peut-être y a-t-il vraiment quelque chose dans ces lieux où de grandes injustices ont été commises. Une sorte de mémoire gravée dans la terre elle-même, attendant d'être reconnue et, peut-être, un jour, transcendée. L'histoire de Belle-Rive n'est pas terminée. Tant qu'il y aura des gens pour la raconter, pour débattre de sa signification, pour honorer la mémoire de ceux qui y ont souffert, elle continuera de vivre, et avec elle, les questions difficiles qu'elle soulève sur la nature humaine, sur les limites de la compassion et du jugement, et sur les cicatrices laissées par l'histoire sur notre conscience collective. Vous venez d'entendre l'histoire vraie de Belle-Rive, un secret enterré pendant des années, avant d'être finalement révélé. Croyez-vous que Céleste Duvernay méritait la prison? Ou était-elle elle-même une victime d'une société cruelle? Était-elle un monstre? Ou simplement une femme désespérée poussée à l'extrême? Et qu'en est-il d'Édouard, qui a porté toute sa vie le poids d'une origine qu'il n'avait pas choisie? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et si cette histoire vous a troublé autant qu'elle a troublé les habitants de la paroisse de Saint-Martin il y a plus d'un siècle, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo avec tous ceux qui apprécient les mystères historiques les plus sombres et les plus complexes. Parce que la vérité, aussi terrible et nuancée soit-elle, mérite d'être connue et débattue. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de ce récit troublant. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les secrets oubliés de l'histoire.